L'environnement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est ce qu'on appelle multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs pour réussir à faire en sorte qu'on limite les émissions de CO2 ou on restaure la biodiversité. Et le machine learning, c'est quelque chose qui est assez efficace pour traiter les environnements multifactoriels. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Vous êtes multi-entrepreneur et expert du numérique, coprésident du Conseil national du numérique, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui s'intitule Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, paru chez Odile Jacob. Alors Gilles Babinet, l'IA on la pointe souvent et le numérique d'une manière générale sont souvent pointés pour leur impact environnemental. Et vous pensez que véritablement, au contraire, on peut aujourd'hui réconcilier intelligence artificielle et questions environnementales ? C'est la thèse principale du livre. En fait, j'avoue que je ne cesse de lire des articles sur les méfaits de l'intelligence artificielle. À maints égards, je pense qu'il y a beaucoup d'exagération, mais même si je reconnais qu'il y a un enjeu d'énergie assez clair. Mais ce dont on parle absolument jamais, c'est le potentiel de l'intelligence artificielle pour décarboner et pour restaurer la biodiversité. Donc je pense que c'est des sujets qui méritaient d'être un peu mis en avant. Alors, de quelle manière, très concrètement, comment est-ce que vous voyez ça ? Comment est-ce que l'IA peut, et dans quel domaine, dans quel secteur, avec quel procédé, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à réduire l'impact environnemental de l'économie, finalement ? Parce que c'est un peu ça la question. Exactement. Alors, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels ça peut avoir un impact important, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est ce qu'on appelle multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs pour réussir à faire en sorte qu'on limite les émissions de CO2 ou on restaure la biodiversité. Et le machine learning, c'est quelque chose qui est assez efficace pour traiter les environnements multifactoriels. Quand il y a plein de décisions à prendre simultanément, les machine learning sont souvent meilleurs que les humains pour ce faire. Un exemple assez concret, c'est l'agriculture. Un agriculteur, il fait face à des milliers, mais vraiment j'exagère pas, des milliers de décisions. Avant, pendant, après. Avant, c'est qu'est-ce que je vais faire pousser l'année prochaine, qu'est-ce que je peux espérer d'avoir comme coût de la main-d'œuvre, coût de l'énergie, climat, voilà. Et pendant, c'est qu'est-ce qui se passe en réalité, qu'est-ce que je fais par rapport à ça, qu'est-ce que je mets comme intrant, qu'est-ce que je mets comme pesticide, qu'est-ce que je fais comme mécanisation, est-ce que ça pousse bien, est-ce que ça pousse pas bien, etc. Et puis après, c'est quand est-ce que je récolte, quand est-ce que je stocke, est-ce que j'expédie, voilà, c'est vraiment compliqué. Et on s'aperçoit que lorsque on met des agents intelligents qui sont multifactoriels pour traiter ces décisions, plutôt que d'en optimiser quelques dizaines, ils en optimisent quelques centaines, et de fait, on a une augmentation de la productivité et une large baisse des émissions de CO2, enfin plutôt de gaz à effet de serre dans le cas de l'agriculture, et donc il y a un potentiel qui est très très significatif. Est-ce qu'on est dans le théorique, Gilles Babinet, ou ce sont déjà des choses qui sont en service aujourd'hui ? Alors, c'est des choses qui sont en service, mais à petite échelle. Donc, on peut dire qu'on est un peu en train de sortir du théorique. Il y a quelques grandes entreprises dans le monde. Alors, évidemment, il y en a une, c'est très polémique parce que c'est Bayer, c'est ex-Monsanto, qui sont très avancés sur ces sujets et qui arrivent à faire en sorte, on diminue notamment très largement la quantité d'intrants qu'on utilise, tout en augmentant la productivité. Mais ça nécessite, on le sait, l'IA, de la data de qualité, donc de la collecte de données, éventuellement du traitement, du raffinage de données. Est-ce que, du coup, ça ne réserve pas ces technologies à des géants et puis ce sera plus difficile d'accès pour des plus petits acteurs ? Ouais, alors effectivement, on voit que c'est surtout l'agri-industrie plutôt qui s'est emparée de ces sujets. C'est-à-dire au Brésil, dans les grandes fermes du Midwest américain, etc. C'est des sujets qui sont plutôt communs. À moyen terme, la théorie voudrait que ça profite aussi aux petits parce que, en fait, c'est un coût de distribution de l'IA qui est assez faible. Voilà. Le vrai sujet, c'est pas tant le fait d'avoir des capitaux pour accéder à l'IA, c'est le fait d'avoir de la bonne donnée. C'est-à-dire que quand je suis dans une ferme du Midwest et que j'ai, 800 hectares,
En fait, je suis sur un contexte qui est très unifié. La donnée, elle est très homogène et les signaux noirs, c'est-à-dire les cas exceptionnels, sont assez rares. Quand je suis face à de l'agriculture familiale, je sais pas, par exemple en Thaïlande, ben, j'ai plein de types d'agriculture différentes, j'ai plein de pratiques qui sont différentes, j'ai aussi plein de contextes géologiques qui sont différents. C'est pas vraiment l'espèce d'énorme Beauce qui s'étend sur 100 km de profondeur. Tout change. Et donc, j'ai pas forcément la data. Et quand j'ai pas la data, je suis pas forcément très pertinent pour arriver à faire des recommandations qui sont Eh oui. utile. Donc pour le moment, on est plutôt sur la Beauce française ou la ferme du Midwest américaine, mais ça évolue assez vite. Alors ça, c'est l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels vous voyez des avancées Ouais. Il y a beaucoup de secteurs. Dans mon livre, je traite de 6 secteurs qui sont la façon dont on vit, la façon dont on travaille, la façon dont on se déplace, les supply chains, c'est-à-dire la façon dont les marchandises se déplacent, la façon dont on produit et utilise de l'énergie, et puis des sujets comme par exemple le management des ordures. Et on voit que, alors j'aurais pu m'étendre à d'autres sujets évidemment, hein, mais on voit que dans tous ces sujets, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et que l'émergence on va dire, de systèmes à base d'intelligence artificielle qui sont désormais beaucoup plus capables, bah, change largement la donne. Mmh. Quand on s'était vu la dernière fois, pour Monde Numérique, vous me parliez beaucoup de ce qu'on appelle la supply chain, l'approvisionnement, hein. C'est toute cette mécanique qu'on ne voit pas forcément, que le grand public ne voit pas, qui est qu'est-ce qui se passe entre la production d'un produit jusqu'à la livraison et la consommation par les consommateurs. Là aussi, dans ce domaine, vous pensez il y a une grande marge de progression et l'IA peut être positive? Ouais, les supply chains, c'est un sujet passionnant. Enfin, moi, j'ai découvert ça ces derniers temps. En gros, quand je suis acheteur dans une usine, dans une industrie quelconque, j'ai quelques dimensions qui sont très importantes pour moi. C'est-à-dire, je veux que ça soit pas cher, évidemment, ce que j'achète hein, là-dessus. Je veux que ça arrive vite. Ça, c'est la deuxième dimension. Puis la troisième dimension, c'est je veux que je sois sécurisé. C'est-à-dire que si j'ai une défaillance de mon fournisseur, j'en ai un autre sous la main. Mais j'ai d'autres dimensions dont on parle moins, qui sont, par exemple, la charge carbone, les externalités environnementales du produit que j'achète, etc., etc. Et donc, quand je commence à rentrer toutes ces dimensions, ben, je suis perdu, j'arrive plus à prendre des décisions. Et c'est là aussi un environnement multifactoriel sur lequel le machine learning est potentiellement assez efficace. On met des poids sur chacune de ces dimensions, et puis on se rend compte que il y a des arbitrages nouveaux qui peuvent apparaître et qui sont souvent assez pertinents qu'un acheteur normal n'aurait pas été capable de créer. Moi, j'ai des cas concrets que j'observe autour de moi dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'électronique, où on arrive à modifier complètement les pratiques avec ce type d'approche. Mmh. Et justement, est-ce que vous pensez que les entreprises sont suffisamment au fait de tout ça et sont prêtes à adopter ces technologies? Et puis si, en fait, quelle peut être la motivation première pour adopter l'IA? Est-ce que vraiment ça va être par souci de préservation de l'environnement, ou bien il faut qu'il y ait quand même un bénéfice économique? Il faut qu'il y ait un bénéfice économique, c'est ce que je raconte beaucoup dans la première partie de mon livre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce qu'on appelle un signal prix, c'est impossible de décarboner, quoi. Pour le moment, l'environnement, c'est un service gratuit. Et ça continue à l'être très largement. C'est-à-dire que j'ai le droit de polluer sans que on me dise, bah, il faut que tu répares tes cochonneries. On commence à dire, tu peux polluer, mais il faut quand même que tu répares un peu. Par exemple, le coût du carbone, c'est probablement le 10e de son coût réel. Là où il est aux alentours de 60 euros, moi je pense que le coût des externalités carbone, c'est probablement plutôt aux alentours de 400-500 euros. Donc il y a vraiment une marge de progression très importante. C'est la même chose pour la biodiversité sur ce sujet. Mais par rapport à la productivité, je crois qu'il y a un sujet qui est important, c'est que aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de productivité pour pouvoir continuer à exister, pour pouvoir se développer, etc. Et ce qui se passe, c'est que plutôt qu'on leur dise, bah écoutez, vous devez réussir à être compatible avec la CSRD, avec les grandes réglementations environnementales
et c'est à votre coût. Là, aujourd'hui, le nouveau discours, c'est de leur dire, vous allez devoir être compatible avec la CSRD. L'IA va amener beaucoup de productivité. Une petite partie, ça va être à votre bénéfice, et une autre partie, ça va être au bénéfice de l'environnement. Et donc, ça rend beaucoup plus acceptable ce principe de finalement de payer les services environnementaux. Mmh. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais tout ça c'est du technosolutionnisme, c'est des patchs, mais en fait il n'y a que la décroissance qui peut être réellement efficace. Alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça m'arrive de faire des discours avec des décroissants. D'abord, je leur réponds qu'en général, ils sont pas très bons en économie. Ça m'étonne de voir des stars de la décroissance, à quel point ils sont faibles sur le sujet économique. Et puis, ce que je dis au début de mon livre, c'est que je pense que euh, l'opposition à ces gens-là qui sont des technosolutionnistes n'ont pas pour autant raison. Mon sentiment, c'est que l'erreur des technosolutionnistes, c'est de dire je vais pouvoir continuer à vivre demain comme je vis aujourd'hui sans faire évoluer mes usages. Et l'erreur des décroissants, c'est de dire la technologie c'est structurellement mal et pour pouvoir faire disparaître la technologie, on va faire évoluer massivement les usages, on va retourner à vivre comme des Amish. Et je pense qu'en fait, la juste raison, c'est de dire on doit mettre la technologie au service de l'environnement et ça ne réussira qu'en faisant évoluer les usages. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est le co-living. Aujourd'hui, je me souviens plus combien, mais par habitant en France, je crois qu'on utilise quelque chose comme 44 mètres carrés de construction. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans un F3, quasiment seuls. Ils ont une semaine sur deux leur enfant parce qu'ils sont séparés. Ça, c'est des millions de Français qui vivent dans ce genre de choses. Donc, ils ont 70 mètres carrés pour un usage réel qui est extrêmement faible. Co-living, ça consiste à dire, plutôt que de claquer peut-être 1000 euros dans votre loyer, en Île-de-France, c'est assez commun d'avoir des loyers de ce type-là. Vous allez dépenser peut-être 800 euros dans quelque chose qui est beaucoup plus petit, qui est une chambre, et tout le reste, c'est des services. Donc vous avez accès à une grande salle à manger, c'est un service supplémentaire. Vous avez un ami qui vient dîner à la maison, vous voulez une salle à manger, une chambre d'amis, c'est un service supplémentaire. Vous avez accès à une super salle de sport, vous avez accès à une cuisine niveau professionnel, etc. Et tout ça, c'est de la consommation que vous faites en supplément de votre petit loyer principal. Et donc, vous allez dépenser moins, mais avec une grande part variable, vous avez accès à des vélos électriques chargés, potentiellement des véhicules électriques chargés, etc. Là-dessus. Ce dont je parle, c'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Et tout ça, ça se mobilise avec une app qui fait des calculs de prix, parce qu'évidemment, tout le monde veut accéder à la même chose aux mêmes heures, et donc qui essaye de yielder le prix pour que je me rends compte que si je vais à la salle de sport un lundi matin, ça coûte beaucoup moins cher que si j'y vais un samedi matin, et que si je prends une salle à manger le vendredi soir, c'est plus cher que si je le fais un lundi soir, par exemple. Et puis il y a plein d'autres astuces qui sont gérées par l'intelligence artificielle sur ce genre de choses. Ça, c'est une dynamique très très forte. Moi, j'ai parlé à plusieurs opérateurs. Ça se fait où, ça ? Ça se fait en France. Il y a par exemple Xavier Niel, mais aussi ICAD sont partis sur ce sujet. Mais surtout, il y a beaucoup d'avances là-dessus dans les pays scandinaves et aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des opérateurs qui construisent des blocs de 1500 logements sur ce sujet-là. Et là, je peux vous dire que quand vous regardez la tête des salles de sport dans ce domaine, c'est vraiment le top niveau. Il y a un sauna dedans, il y a une piscine de 25 mètres, et voilà. Et donc, c'est partagé sur beaucoup d'habitants qui permettent d'écraser complètement les coûts de gestion de ces équipements. Ouais, après, bon, ça écrase les coûts, mais ça reste un mode de vie particulièrement high level quand même. Mais c'est pas très cher. Hein. Je voyais aujourd'hui un F3 dans New York, sur Manhattan, c'est aux alentours de $5,000. Vivre en co-living dans le Bronx, c'est pour une personne, c'est aux alentours de $1,600. Ouais. Voilà, donc et la qualité de service, ça n'a rien à voir.
Dans votre livre, vous avez une partie un peu fiction. Vous parlez, par exemple, de ce qui pourrait se passer pour un personnage que vous avez appelé Sophie, sa fille, en 2040. Et vous décrivez leur vie réglée par l'intelligence artificielle, et notamment avec ce genre de choses. Bon, alors ça, certains vont adorer. Pour d'autres, ça va être un vrai effet repoussoir. Oui, alors effectivement, j'ai fait lire ce chapitre, La vie de Sophie, à pas mal de monde, y compris des gens qui sont pas forcément d'accord avec mes idées. Les gens sont quand même assez surpris parce qu'ils voyaient pas l'IA comme ça. Ils voyaient l'IA comme quelque chose de beaucoup plus technologiste et de moins accompagnant, entre guillemets. Donc je pense que c'est moins un repoussoir qu'on peut le penser parce que c'est pas forcément une IA de contrainte, mais une IA de recommandation. Donc ça, je crois que c'est important de le dire à cet égard. Après, moi, ce que je réponds toujours, c'est qu'est-ce qui est le plus repoussant? Avoir une IA qui vous dit, ben voilà, tu vas prendre un véhicule qui sera partagé, qui va t'amener devant chez toi, mais tu auras 4 autres personnes dans le véhicule, ou c'est de dire, eh ben, demain, je pourrai plus me déplacer du tout parce que ça sera devenu tellement cher d'utiliser un véhicule électrique qui sera hors de prix et plein de familles de milieux pas très aisés n'arriveront plus à accéder à ce type de véhicule. Moi, je pense que c'est aussi des arbitrages qu'il faut faire. Hein. C'est ce genre de choses, un peu comme ce que je viens de dire sur le logement. C'est-à-dire que ce type de logement, a priori, amène plus de services à coût égal que ce que peut faire le monde traditionnel. Donc, je pense que ce sont au pire ce que j'appellerais des servitudes volontaires, c'est-à-dire des choses qu'on accepte parce qu'on se rend bien compte que on a tout un tas de services supplémentaires, comme on a accepté d'ailleurs d'utiliser les plateformes des GAFA, parce qu'on se rend bien compte que finalement c'est extrêmement puissant, ça nous amène des services qu'on n'avait pas auparavant en échange de l'utilisation de nos données. Encore une dernière question. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Alors, vous avez dit, c'est pas forcément l'argent, si j'ai bien compris. Ça va être quoi? Plutôt les compétences, comme vous dites dans votre livre? Je pense que ce qui manque, c'est une alliance entre les innovateurs et les régulateurs. C'est-à-dire que, et la France, c'est intéressant pour ça. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des nouveaux systèmes de transport, des nouvelles façons de travailler, de vivre, etc., vous avez besoin de créer de nouvelles expériences et vous avez besoin de faire en sorte que vous soyez accompagné par le régulateur. Alors, le régulateur, c'est le législateur, mais ça peut être aussi le maire de votre ville qui va dire, par exemple, on peut aller à l'école à 8h30, mais on peut aussi y aller à 9h30. Et comme ça, on écrase le moment où tout le monde doit monter dans les transports en commun. Et si on veut faire en sorte que on ait finalement moins de peak load, c'est-à-dire de moments où tout le monde est dans sa voiture, tout le monde est en train de faire marcher son grille-pain, tout le monde est en train d'utiliser les transports en commun et tout ça, et qu'on écrase un peu ça pour qu'il y ait une plage horaire qui soit plus large, il faut qu'il y ait des nouveaux usages. Et ça, c'est très, très à la main du régulateur. Merci beaucoup, Gilles Babinet. Merci. Je rappelle donc, coprésident du Conseil national du numérique, et votre dernier livre, Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, aux éditions Odile Jacob.